Alors là, c'est une autre étude, un autre résultat que je peux te livrer, qu'on a publié l'an dernier également. Toujours sur la course UTMB, on avait mesuré aussi justement ce que tu dis, c'est-à-dire la dégradation de l'efficacité de la foulée. On Hmm. dit le coût énergétique Hmm. ou le rendement ou l'économie de course avec la fatigue. Et on l'avait fait là aussi pour les courses courtes et les courses longues, Ouais. c'est-à-dire moins de 60 km et plus de 100 km. On a fait deux catégories, si tu veux. On a poolé CCC, TDS et UTMB. Et puis, Ouais. on a poolé OCC et MCC, d'accord, pour Ouais. avoir un nombre de coureurs à peu près comparable dans le moins de 60 et plus de 100 km. Et donc, sur la fatigue neuromusculaire, on a montré que sur l'ultra, ils étaient effectivement un peu plus fatigués que sur le court. Mais bizarrement, et c'est un peu difficile à expliquer, mais bizarrement, sur le coût énergétique, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, il y avait une dégradation de la foulée, enfin pas de la foulée, du rendement, Hein. uniquement sur le court et pas sur le long. Ah bon? C'est-à-dire que quand on dit toujours l'ultra, c'est beaucoup plus perturbant, ça induit beaucoup plus de fatigue. OK, c'est vrai d'une certaine façon Hmm. quand on regarde la perte de force ou enfin, l'aspect musculaire des choses. Mais sur l'efficacité de foulée, qui est aussi un critère de fatigue, finalement, tu peux te dire, si j'arrive à garder mon efficacité, c'est que je ne suis pas fatigué, quoi. Hmm. C'était ta remarque de tout à l'heure, hein, quand on dégrade sa foulée, c'est avec la fatigue. Eh bien là, la foulée était dégradée uniquement sur le court Ah et pas ouais. sur le long. En tout cas, ce n'était pas significatif sur le long. Mais ta Donc cible, là, les gens qui ont participé à l'étude, c'était quel profil? Excuse-moi, rappelle-moi. c'était tous les coups, c'était le tout venant, ce n'était pas des élites. D'accord. D'accord. Ça, c'est une des limites, enfin, oui et non, à la fois, on peut dire que c'est une des limites et à la fois une des forces de l'étude, parce que Ouais. d'un certain côté, ça permet de répondre à des questions que se pose le Ah. coureur lambda, quoi. Alors, C'est pas uniquement des élites. j'ai deux questions, et ce sera mes dernières questions, parce qu'on arrive à la demi-heure, et je te remercie hein, vraiment de faire ça, c'est hyper intéressant. Mes deux questions, c'est la première, c'est les fibres de carbone dans les chaussures. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord quand même pour dire, enfin, j'imagine que tu t'es documenté, enfin, tu as lu un petit peu les études qui étaient sorties, notamment américaines. Tu es d'accord pour dire que ça facilite le truc? Enfin, Enfin, il y a qu'à regarder les performances, hein. hein, d'accord. Bon. Est-ce que tu Alors as après, essayé? attention, il y a les fibres de carbone, enfin, les plaques de carbone, parce que dans la plaque de carbone, il y a tout et n'importe quoi. Et puis après, il y a les Nike. Et Oui. les Nike, les 4%, là, les fameuses Ouais, 4% de coût énergétique, bon, déjà, ça n'a pas été confirmé, je crois, hein. Maintenant, on est plutôt à 2,5 qu'à 4% d'augmentation du coût énergétique, d'amélioration du rendement. Mais quand même 2,5%, ce qui est évidemment énorme, hein, c'est quand même pas qu'une histoire, à mon avis, de plaque de carbone. C'est une histoire aussi de forme de la chaussure et de matériaux de la chaussure, plus qu'une histoire de fibre de plaque de carbone. Ceci étant dit, globalement, quand même, les résultats, même s'il y a du pour et du contre, y compris sur le plat, globalement, ça améliore les choses, oui. Ça Hmm. peut être Il y a que, du contre, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a du contre, hein. Enfin, il y a des études qui, en mesurant le coût énergétique avec et sans plaque de carbone, n'ont pas montré de différence. Et c'est notre cas. C'est-à-dire Ah que nous, oui? on a fait une étude, on a fait les mêmes chaussures exactement, avec trois raideurs différentes. On ne l'a pas publié encore, là, en fait. Ouais. Trois raideurs, les mêmes chaussures, mais en changeant juste la raideur, dont une avec une plaque de carbone, une autre normale et une autre où on avait amélioré, enfin encore augmenté la souplesse de la chaussure. Et on n'a pas vu de différence entre les trois conditions. Mais sur quelle En termes distance et sur quel terrain? C'était tapis roulant, au repos, etc. Donc ça, on revient à ta question de tout à l'heure de dire maintenant, quand on le fait en situation de fatigue, qu'est-ce que ça donne? Donc là, il y a très peu d'études. On tourne toujours autour de ta remarque de tout à l'heure. Très peu d'études sur l'effet des plaques de carbone avec la fatigue. Et je crois qu'il y en a une, enfin, je reprends exactement, qui n'est pas concluante. Donc nous, on lance une autre étude là-dessus, exactement, c'est-à-dire est-ce que l'effet le coût énergétique et sur la fatigue neuromusculaire, notamment des mollets, change avec ou sans plaque de carbone. Ah, Euh, et puis la deuxième étude, enfin la deuxième partie de l'étude dont je t'ai parlé, où on s'était posé la question de se dire est-ce que par hasard, ça améliore aussi les choses en montée? Et on n'a pas trouvé non plus de différence, ah parce que ouais, pour le trailer, nous on s'intéresse quand même surtout au trail, bien et pour le sûr. trailer, c'est quand même ça qui compte, c'est le rendement en montée. Et là, il n'y a pas de différence. Et l'autre étude qui a fait ça, il n'y en a qu'une, sur une montée pourtant faible, hein, de 5%. Ils n'ont pas montré non plus d'effet de la plaque de carbone. Donc globalement, sur le plat, ce qu'on peut conclure, hein, je crois, aujourd'hui, à ce stade où en est la littérature, c'est que globalement, oui, ça marche.
De toute façon, sur les performances, ça fonctionne. Ouais. Attention, c'est peut-être pas qu'une histoire de plaque de carbone. La plaque de carbone contribue à l'amélioration des performances, mais il y a peut-être aussi la forme de la chaussure, les matériaux qui, en tout cas chez Nike, ont amélioré les performances. Ça marche d'autant mieux que les coureurs sont de bon niveau, il me semble. Faut de la vitesse pour emmener ces plaques de carbone. Et puis après, a priori, en montée, ça ne marche pas. Et tout ça, on en est au tout début de ces études encore. Finalement, ça date d'il y a 2-3 ans. Donc, bien sûr, et c'est super intéressant. Non, mais globalement, je veux dire, les performances sont là pour le montrer des élites. Oui. Mais en trail running, tu vois, c'est vachement intéressant parce que c'est pareil, les plaques de carbone, ça a essentiellement été jusqu'à présent sur les chaussures de route. Et maintenant, les marques émergent. Il y a North Face qui a sorti sa première marque. J'ai vu que Kraft, là, sortait une chaussure. Oka One va sortir, je pense, une chaussure en juin pour la Western State. Et quand tu discutes avec les marques, moi, le feedback que j'avais eu, c'est que en trail running, ils avaient peur ou ils avaient du mal à garder de la stabilité. Que la plaque de carbone renvoyait tellement le coureur, si tu veux, qu'il perdait de la stabilité et que du coup, ça devenait dangereux, si tu veux. Tu vois. Attention sur le très long, peut-être, il faut vraiment être habitué à courir avec ça pendant des kilomètres et des kilomètres. Il va falloir l'utiliser à l'entraînement parce que quelqu'un qui s'amuserait à prendre ça et courir un ultra derrière, après les avoir utilisés pendant 15 jours, à mon avis, oui. Devant de graves déboires. Ça, c'est un très bon point. En termes de blessures. Donc, c'est comme ça, c'est comme tout. Après tout, c'est comme le minimaliste à l'époque où si tu n'utilises pas ça, je veux dire, tu ne peux pas acheter un truc et l'utiliser en compétition 15 jours après. Ça ne marche pas. Non, bien sûr. Et alors, tu vois, ça m'amène à ma dernière question. C'est, j'imagine que tu t'y intéresses, Jim Walsmay, qui est un coureur américain qui a gagné, qui a eu du mal à s'imposer à la Western State. Première année, il s'est perdu. Deuxième année, il a pris un coup de chaud, un gros coup derrière la tête. Il finit loin dans le classement. Et il veut absolument gagner l'UTMB. C'est un coureur extrêmement rapide. J'allais dire sur du plat, j'exagère un peu parce que la Western State, c'est pas tout plat, mais enfin bon, quand même, c'est un mec. Non, n'exagère pas, c'est pas tout plat. C'est plutôt descendant, mais c'est pas tout plat. Je peux dire, les canyons, il faut les grimper. Moi, je l'ai fait une fois. Mais alors, justement, tu vois, ma question, c'est là, je sais qu'il va, normalement, il doit faire l'impasse sur la Western State, aller en Europe pour s'entraîner dans les Alpes et consacrer, si tu veux, le sommet de sa saison à l'UTMB pour être en août le premier américain à s'imposer. Premier américain, ouais. C'est quoi ton avis sur ce garçon? Parce que j'imagine que ça t'intéresse quand même, ce sujet de Jim Walsmay. C'est même au-delà de Jim, c'est vraiment les Américains en fait. C'est pourquoi il n'y a jamais aucun Américain qui a gagné l'UTMB alors que ton avis, là. les femmes l'ont gagné, donc c'est plusieurs fois. Ouais. Donc ça c'est quand même un peu difficile à comprendre pourquoi les hommes ont. Alors peut-être les femmes, peut-être parce que les ultra américaines sont peut-être tellement au-dessus des autres femmes que bon au final elles ont réussi à gagner, même si elles ont peut-être moins d'écart que sur les courses américaines, que sur les ultra américaines. Non, mais j'ai pas vérifié les chiffres, il faudrait regarder. Sur les ultra américains, il y a quand même surtout des femmes américaines qui gagnent. Enfin, il y a surtout des américaines qui gagnent, alors que chez les hommes, il y a quand même des Européens qui ont réussi à gagner à la hard rock. Voilà, c'est-à-dire que quand les hommes américains arrivent, notamment à Chamonix, pour se mettre sur la ligne de départ de l'UTMB, ils sont face quand même à des Européens qui sont très, 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 très forts. Voilà, et qui sont même venus gagner chez eux. Je veux dire, il y a des Français. Exactement, c'est exactement ce que je disais. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a une des raisons, évidemment, c'est pour qu'il n'y en ait jamais qui ait gagné, alors que ça fait maintenant bientôt 20 ans que l'UTMB existe. Ça commence à faire 20 éditions, ça commence à faire un peu, quoi. C'est sans doute qu'il y a plusieurs explications. Je pense qu'au début, ils arrivaient la fleur au fusil en disant de toute façon, on n'a pas besoin de se préparer, on va les exposer, ces minables d'Européens. Donc ça a été quelques années. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas aussi facile. Après, peut-être qu'il fait un peu plus froid, un peu plus mauvais que chez eux. Donc, les coureurs qui partent avec le débardeur, peut-être que ça les a calmés un peu sur certaines éditions en particulier. Mais moi, je pense qu'une des explications, c'est déjà quand tu n'es pas chez toi, que tu ne cours pas sur tes terrains, même si c'est du trail, même si c'est du même dénivelé, etc., ce n'est pas tout à fait pareil. Et à mon avis, l'explication principale, mais c'est vraiment gratuit, il n'y a aucune évidence et personne ne pourra dire si j'ai raison ou tort. À mon avis, c'est l'utilisation des bâtons. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins habitués à utiliser les bâtons
Alors, je crois que Jim Hemsley lui, les utilise, mais est-ce qu'il est réellement entraîné pour ça, habitué pour ça, ce qu'il court? Parce que c'est quand même un coureur, lui, c'est quand même quelqu'un qui habite d'aller vite, et qui fait de la route, et qui, voilà. Donc, les bâtons, à mon avis, il ne les utilise pas très souvent à l'entraînement. Donc, peut-être que moi, si j'avais un conseil à lui donner, c'est oui, viens à Chamonix, mais tu ne peux pas une seule sortie sans tes bâtons de tout l'été, et entraîne-toi à utiliser les bâtons et tu vas voir. Même si Kylian Jornet a gagné l'UTMB sans bâton, malgré tout, même pour l'élite, ça reste sur une course comme l'UTMB, ça reste un avantage important. Mais je ne dis pas que c'est la seule explication, bien sûr, mais ça peut y contribuer. Et tu vois, je suis d'accord avec toi, et ça rejoint ce que j'avais discuté de ça avec Gilles Bertrand, hein, Gilles Bertrand que tu connais, l'organisateur du Festival des Templiers, qui disait que les Américains qui sont très forts en course à pied, c'est le système du sport américain. Ils font du cross-country. Hein, et donc, c'est la vitesse. Et tu prends l'exemple de Kylian Jornet. Kylian Jornet, il a grandi dans les montagnes. Il n'a pas grandi à faire du cross-country, Kylian Jornet. Ouais, c'est plus des coureurs, alors que nous, c'est plus des gens qui ont gagné, que ce soit Kylian, même François Den, Pombray, etc. C'est plus des montagnards que des coureurs. François vient du 3000 steeple, il s'est quand même plus épanoui dans les courses en montagne, y compris super longues que sur les cours. Donc, je pense que les bâtons font partie de ça, c'est-à-dire ça fait partie de la panoplie même si Kylian, c'est le contre-exemple, mais je crois qu'il a quand même gagné avec bâton, puis après il les a posés, mais enfin tous les autres, ils avaient les bâtons. Donc, voilà. À mon avis, c'est une des raisons. Un bon élément de réponse. D'accord. Voilà. Je te remercie pour ton temps que je sais précieux. Avec plaisir, ça me fait plaisir de te revoir déjà. Et puis, écoute, j'espère bientôt. Au revoir. Ouais, je te ressolliciterai parce que c'est super intéressant. Merci. Hein. À plus. Ciao. Salut. Here we are, missing out on everything good in life. No remorse, wasted out. We were not meant to strive. Like a blurry silhouette, I perceive the world as I to the threat. Feel myself unburn. Here I am, on the brink of death, facing hell, drawing my last breath. Feel the pain that I gave to you, born insane. Let me kill you too. Here we are, missing out on everything good in life. No remorse, wasted out. We were not meant to strive. One lie, one time to make amends. No more consequence, only evidence.